Salut Mathieu, Salut Arthur, ça va? ça va et toi? Nickel. Alors, deuxième invité de la saison. Donc, ravi de t'avoir, Mathieu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui? Bah écoute, ravi aussi. Moi, je t'avoue, je t'ai écouté pour la première fois. Je t'ai découvert sur ton podcast sur l'hypocondrie, il me semble que c'était Ok, ça. Sur super. Spotify, tu sais, quand on est un peu hypocondriaque, même si j'aime pas trop ce terme, je te dirai plus tard pourquoi. Eh ben, on cherche à se rassurer, donc on écoute des podcasts. Je suis tombé sur le tien, et puis après, j'ai tout écouté. Il me semble qu'il en manque un ou deux, mais voilà, Ok. ça m'a bien plu. Et puis je me suis dit, tiens, je vais raconter un peu mon histoire. Je t'ai envoyé un message, et puis voilà. Ah, c'est marrant, du coup, t'as pas eu regardé mes vidéos TikTok ou mes vidéos Non, pas Insta? du tout. C'est que via Ok, Spotify. Après, je t'ai suivi sur Insta, mais à la base, je ouais. t'ai découvert que via un podcast. Et après, je les ai tous écoutés. Ah, c'est marrant ça. Donc, t'as eu taper anxiété sur Spotify et trouvé mon truc. Ouais, j'ai tapé à la base l'hypocondrie à la base. Et je suis tombé Ok, sur d'accord. ton podcast sur l'hypocondrie. Et après, comme ça se rejoint, j'ai tout regardé. Hmm, trop Voilà. cool. Ah, c'est marrant. Parce que les gens, en général, ils me découvrent par TikTok, c'est cool de voir Ah ça. ouais? Ah, Ok, moi, j'ai pas TikTok. ah ouais? Non. Ouais, tu dois avoir tu es de ma génération, t'as quel âge? J'ai 26 ans, 98 mois. Ouais. Et Ouais, toi? ouais, moi je suis 96, donc c'est un peu moins notre génération TikTok, on a moins cette habitude. Moi, je l'avais, mais je Mais l'ai je l'ai désinstallé parce que tu passes trop de temps, en fait. ouais, en fait, il y a une non-acceptation de TikTok pour les gens de notre âge. On a l'impression que, ouais, qu'on perd notre temps dessus ou quoi. Ah, c'est ça. C'est marrant. Ok, bah, ce que je te propose, Mathieu, c'est de nous raconter un peu ton histoire. Donc, bien sûr, tu partages à ce que tu te sens à l'aise de me Ok. partager, et puis on va utiliser ça comme fil conducteur. Alors, moi, mon histoire de base, en général, j'ai toujours été bon, un petit peu anxieux, mais rien d'alarmant. Tu vois, on va dire, quand j'étais petit, je sais pas, on parlait du sang et du VIH, et je me disais, à chaque fois que j'avais un bobo, peut-être je me disais, ah putain, j'espère que je vais pas choper une merde pareille, tu vois. Ouais. Et au final, mais c'était rien de très alarmant, tu vois. Donc j'ai Mm. toujours été un peu anxieux comme ça, jusqu'à un jour où j'ai pris justement avec mes potes pour la première fois en festival. C'est là où je te rejoins un peu. J'ai pris l'ecstasy pour la deuxième fois de ma vie. Et le lendemain, j'avais pas de descente, tu vois. Donc je me suis dit, trop bien, je réagis bien au produit. Et je reprends le deuxième soir du festival. Avec l'alcool et tout en plus. Donc voilà, le lendemain, Ouais. j'avais rien. Et en fait, 3 jours après, je me tape, je sais pas, ce qui pourrait s'apparenter à de la déréalisation, je pense. Mm. Où j'avais l'impression d'être encore un petit peu sous-produit, d'avoir une vision bizarre, de me sentir bizarre. C'était Ouais, c'est hyper ça. étrange, quoi. Et ça m'a fait flipper grave. J'ai appelé Drogue Info Service pour leur demander si j'allais tout le temps être comme ça. Je me disais, putain, je vais finir comme ça, quoi, toute ma vie. Et puis, j'arrivais pas à dormir. Voilà. Donc, ça a duré une semaine entière de gros, gros down. Mm. Et après, ça a enchaîné sur des, sur C'était des, quand ça d'ailleurs? c'était il y a C'était deux quand ans. ça? Ok. Donc, c'était il y a 2 ans tout pile, hein. C'était l'été il y a 2 ans. Voilà. Donc, après, j'ai eu une espèce de, on va dire, un état dépressif pendant un mois où j'avais l'impression que la vie était plus pareille, quoi. Mm. Et j'étais anxieux en me disant, ouais, ça va toujours être comme ça, blablabla, blablabla. Ma vision, elle est pas pareille. C'est la classique, hein. Ça, c'est la classique de Oh. chez classique. C'est cette peur que ça va jamais redevenir C'est comme ça. avant, qu'on va rester comme ça, qu'on va devenir fou, ouais. Et tu rumines toute la journée, tu te lèves, tu penses à ça jusqu'au soir, quoi. Donc, Ouais. voilà. Surtout moi qui, en fait, je suis développeur freelance, donc depuis 4 ans, et je suis tout le temps chez moi pour travailler, je suis tout le temps tout seul, en fait. Tu vois, donc, t'as l'environnement pour ruminer. Ouais, t'es vraiment l'environnement pour. Bah Et après, tu vois, le truc, tu vois, c'est que euh, ça te permet aussi, c'est à la fois un truc chiant, mais à la fois un truc bien, dans le sens où ça te force à guérir, quoi. Parce qu'il y a des gens, les gens qui guérissent le plus lentement, c'est les gens qui ont trouvé une façon la plus efficace pour masquer, entre guillemets, leurs troubles, tu vois. ok. Toi, t'es pas dans cette catégorie de gens-là, t'as pas du tout trouvé la méthode la plus efficace, justement, c'est l'inverse. Et donc, du coup, bah, ça va te motiver à guérir le plus rapidement possible en général. En général, c'est comme ça que ça se passe, tu vois.
Il y a des gens, mec, qui passent des vies entières et puis ils guérissent jamais vraiment leur trouble parce qu'ils trouvent toujours une façon de le masquer, tu vois. Et C'est seulement les gens qui sont forcés à être confrontés qui trouvent une solution, en général. ouais. Et mais moi, à cette époque-là, en fait, j'étais persuadé que j'avais pas d'anxiété, en fait. Hmm. C'est-à-dire, je me disais, non, ce que j'ai, c'est physique, quoi. C'est, euh, Ouais. c'est vraiment. Et en fait, j'allais chez les médecins, j'arrivais pas à leur expliquer comment. Et ils comprenaient pas, en fait. Ils me comprenaient pas. Et puis, en m'auscultant, en fait, ils voient que j'ai 16 de tension. Donc, ils Hmm. m'envoient, je sais pas où. Après, je prends ma tension tous les jours pendant un mois. Tu vois ce que je veux dire? Toujours 16. Ouais, il m'envoie chez le cardio qui me dit que j'ai rien, mais que j'ai un souffle carotidien. Donc il m'envoie chez l'angiologue, tu vois ce que je veux dire? Ça a fait escalade. Ouais. Et t'es là, vu qu'en France on met deux mois avant de spécialiste, tu googles, Ouais. et là t'es dans le circuit infernal. Donc Ça, c'est tous les mécanismes nécessaires qui commencent à se mettre en place. Donc, checker ta tension, faire c'est les ça. visites chez le médecin. Parce que tu fais ça pour obtenir soit du contrôle, pour enfin comprendre ce qui t'arrive, soit de la réassurance, soit de la certitude, tu vois, ou soit les trois en même temps. Et en fait, ce qui est traître, c'est que c'est ça qui alimente ton trouble. Il n'y Ouais. aurait pas eu ça. Si jamais tu avais juste, on aurait été plus compétent que les gens ont été, on t'aurait juste expliqué, voilà, tu fais une réaction à une prise de drogue en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux, j'explique ce qui s'est passé, c'est que en ayant cette prise de drogue, tu as suractivé une partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale, donc la partie responsable de la réponse au stress. Et tu as aussi déréglé ton axe hypothalamo-hypophyso surrénalien, donc en gros tout ce qui gère la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, tu vois. Et donc du coup, tu as juste une réaction au stress qui est multipliée fois 1 milliard, tu vois. Et en plus de ça, ton amygdale, elle est suractivée, donc elle s'active pour tout et rien, tu vois. Et au point où elle s'active pour de simples pensées, tu vois. Et donc, du coup, bah, tout ce que tu as à faire dans ces moments-là, c'est juste laisser ton amygdale se calmer, tu vois. Comprendre qu'il faut pas essayer de contrôler la chose, que c'est pas un problème qu'il faut régler, il faut juste laisser et attendre. Mais tant que tu pas dit, du coup, bah, tu as fait le chemin où tu es allé à fond dans le contrôle, la réassurance et tout ça. Et du coup, tu as amplifié le problème. Et du coup, ton amygdale, il se serait calmé un peu. Mais en fait, non, maintenant, c'est entretenu de manière quotidienne par tous tes mécanismes nécessaires que tu as développés dans l'espoir de régler ce problème quand il arrive, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, et pourtant, bon, au bout d'un moment, mon médecin, il a fini par me dire que c'était de l'anxiété, mais en fait, c'est hyper dur à accepter. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais je suis pas anxieux, c'est d'avoir quelque chose physique qui me rend anxieux. C'est pas, j'arrivais pas à reverse le truc. Et j'y arrive que depuis pas longtemps, hein. Après, je vais t'expliquer tout ce que j'ai eu pendant 2 ans, Mais mais il t'a ça, expliqué comment ça fonctionne, la DPDR, c'est non, quoi le fonctionnement non, ils de m'ont la rien, DPDR? il comprenait pas, Euh, je crois, en plus, même mon médecin, hein, pour te dire. ouais, c'est hyper mal documenté, la DPDR, c'est un truc de ouf. En gros, la DPDR, c'est normal que tu te sentes pas anxieux quand tu es en DPDR parce que c'est le principe, en fait. La DPDR, c'est un mécanisme de défense de ton cerveau. Quand justement le niveau de stress devient trop élevé, il te coupe de la réalité pour ne pas que tu sois anxieux, en fait. Ok, Donc, en fait, il t'anesthésie, en fait, ton cerveau de lui-même pour pas que tu sois plus anxieux. Et donc, à la base, c'est glauque hein, comme fonctionnement, mais c'est vraiment un mécanisme qui est évolutif, donc dans l'espèce humaine, pour en fait empêcher, limiter l'impact des traumas. Tu vois, donc quand les gens vivent des trucs traumatiques, la DPDR se met en place pour altérer la mémoire et pour pas que tu ressentes autant de stimulus que tu ne l'aurais pour moins être traumatisé. Tu vois. Donc à la base, c'est un mécanisme qui est là pour t'aider. Tu vois. ah oui, ça, Mais ça je peut vais, être très easy. Quand tu comprends pas comment ça marche, t'as l'impression que ouais, t'as juste un problème. Quoi. et ça, je l'ai découvert que dans le dernier podcast que j'ai écouté de toi. Bon, c'est pas le dernier podcast que tu as fait, mais tu as dû l'expliquer pareil, il me semble. C'est pour Ouais. ça. Mais c'est vrai que c'est hyper mal documenté. Tu trouves rien. Enfin, tu trouves. Puis j'ai l'impression que c'est différent chez certaines personnes. Enfin, on sait pas trop ce Ouais. que c'est, quoi. C'est toujours un peu différent en fond des personnes aussi. Ouais. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Ça a commencé de la prise de drogue. Après, bon, comme je t'ai dit, la tension. Après, je sais pas quoi, ils m'auscultent. Ils voient un ganglion là. Et pendant Hmm. un an, écoute bien, pendant un an, je le sentais énorme.
je le sentais qui me gênait, tu vois. Ouais. Et Parce même que tu si... l'as enflammé à force de le toucher, Ouais, hein, c'est ça. peut-être, mais je le sens. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait tous les examens et j'arrivais pas à me dire que j'avais rien, tu vois. Et Mmh. ça a disparu. Ça a disparu qu'au bout de l'acceptation et des mois, tu vois. Des Ouais. mois à l'accepter. Acceptation plus des mois, ouais. Et ça a été remplacé par des brûlures d'estomac, tu vois. Mmh. Et voilà. Et ça, moi, je suis dans un cycle comme ça depuis 2 ans où, en fait, un symptôme où tu penses au pire, il part que au bout de des mois d'acceptation et il est remplacé par un autre. Et comme je suis toujours dans la boucle de l'anxiété, à mon avis, dans le cycle, et beh, Mmh. ça s'enchaîne jusqu'à ces derniers mois où j'ai eu les pires, symptômes possibles. Je commence à avoir des symptômes neuro, donc pour te dire, les fasciculations, je sais pas si tu vois ce que c'est? Non, c'est C'est quoi? les muscles qui bougent tout seuls, qui se contractent. Un Ah peu oui. parfois tu as la paupière quand tu es stressé. Oui, oui, non, je vois très bien, je vois Mais très bien. moi je l'ai, en fait, j'avais des douleurs chroniques et en regardant, je sais pas, je suis tombé sur la maladie de Charcot et je me suis rendu compte que j'avais tous les J'ai l'impression symptômes. que c'est une étape inévitable, c'est genre un péage pour tous les hypocondriaques avec la maladie de Charcot. Parce que c'est d'être les symptômes, la façon dont ils sont référencés sur internet, c'est fait d'une façon où Ah tout le mais monde a c'est l'impression qu'il l'a, quoi. Mais c'est horrible. C'est franchement, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais passer dans ton podcast, c'est pour rassurer les autres parce que je trouve que Mmh. sur le Google francophone ou même sur YouTube, on n'entend jamais dire que les symptômes de la maladie de Charcot, c'est-à-dire les fasciculations, parfois tu peux avoir des douleurs un peu articulaires ou même des engourdissements, et c'est marqué nulle part presque que c'est de l'anxiété. Mmh. Et Mmh. moi, je m'étais mis dans la tête que j'étais vraiment 100% sûr de l'avoir. Même les médecins, ils me disaient. Mais franchement, je sais pas si tu imagines l'état mental dans lequel ça te met de te dire que tu es en train de crever, dans 2 ans, tu es mort, quoi. Et du coup, bah, je pouvais pas travailler. Je me levais le matin, Waouh, je pensais évidemment. qu'à ça. Voilà, donc. Même avec un EMG, tu sais, c'est un peu l'examen qui mesure Mmh. si tu as une dégénérescence des muscles ou pas. Donc c'est un peu l'examen Ouais, référence, tu vois. Si c'est négatif, ouais. normalement, voilà, t'as pas à t'inquiéter. Moi, j'en ai eu deux négatifs. OK. Ouais. Et voilà, donc bref. Et Et comment t'as réussi à te dire: «OK, c'est bon, j'ai pas la maladie de Charcot, OK, je vais pas c'est mourir dans juste, 2 en ans». fait, en regardant sur YouTube, en faisant de la réassurance, comme on peut dire, je suis tombé sur une, euh, une thérapeute, je sais pas, c'était pas une thérapeute à la base, c'était quelqu'un qui avait aussi de l'hypocondrie, donc de Londres, qui documentait sur YouTube justement tous les symptômes et tout ce qu'elle avait eu et elle avait fait une vidéo et franchement ça décrivait parfaitement Mmh. tout ce que j'ai eu. C'est-à-dire la nana, elle a cru qu'elle avait un lymphome à Mmh. cause du ganglion, après ça s'est Mmh. enchaîné avec plein de trucs et jusqu'au jour où elle a cru qu'elle avait la maladie de Charcot, elle est tombée au fond du trou, tu vois? Et Mmh. c'est là que tu vois que dans les commentaires, il y a je sais pas combien de personnes qui, au final, Ouais. sont comme nous, mais c'est tellement mal documenté que ça nous fait tomber au fond du trou, tu vois? Et ça c'est une des c'est un déclenchement un peu pour moi qui me dit: «Voilà, c'est sûrement l'anxiété». Même si j'ai encore des doutes parfois, je retombe un peu dans Évidemment, le c'est normal. Faut qu'on parle après des doutes, mais ah, c'est ouf, mec. Mais je pense que je vais mettre ça comme titre de podcast parce que t'es pas du tout le premier, hein. J'avais une autre cliente qui avait les mêmes problématiques. et Il y voilà a donc ça et il y a aussi la neuralgie d'Arnold. ah oui, c'est C'est ça, moi j'ai une cru autre l'avoir. maladie. Ouais, c'est J'ai cru le l'avoir. péage. Tu sais, tu les 2 péages obligatoires. Une névralgie d'Arnold aussi, c'est une autre phénomène où en gros, bah, les symptômes sont les mêmes que, bah, purement les céphalées que tu te fais quand tu es anxieux et hypertendu tout le temps, quoi. C'est exactement ça que je pensais avoir. Tu Mmh. vois, j'ai passé vite pour passer, mais quand j'ai eu l'épisode de la tension, j'ai eu 2 mois de mal de tête tous les jours et 2 mois de nausées tous les jours. Et je suis Ouais. passé par la case cancer du cerveau, névragie d'Arnold, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais c'est Ouais. en fait, les symptômes, tu les as physiquement, c'est ça qui est terrible Ouais. dans cette anxiété et c'est très dur de se dire, d'accepter que l'anxiété peut te rendre malade physiquement, quoi.
Est-ce que tu as, je sais pas si tu as vu ma vidéo sur ça, mais je pense que ça, c'est un bout d'information qui pourrait épargner des heures et des heures d'anxiété à tout le monde. C'est les mécanismes physiologiques qui expliquent tous ces symptômes, ce qu'on appelle les symptômes psychosomatiques. Donc, en gros, qui partent de l'anxiété et qui se ressentent physiquement. Donc, en gros, je vais le refaire. Quand Vas-y. tu es anxieux, déjà Ouais. pour faire un peu d'anatomie avant, ton cœur, il est dirigé par deux systèmes. Donc, tu as le système sympathique et tu as le système parasympathique. Le système sympathique, c'est ce qui va faire augmenter la fréquence cardiaque. Donc, tu vas battre, ton cœur va battre plus vite quand tu actives ton système sympathique. Le système parasympathique, c'est l'inverse. Quand il va s'activer, ton cœur va battre plus lentement. Et donc, en général, le système sympathique s'active quand il y a des stress, des stimulus, que ce soit des stress sains ou des stress pas sains, tu vois. Et le système parasympathique, il va plutôt s'activer quand tu es en repos ou quand tu digères, quand tu as à manger et que tu es en train de digérer, tu vois. Et quand tu es anxieux, donc quand tu as une pensée qui arrive et que tu as une tendance anxieuse qui fait que tu doubles boucle sur cette pensée, tu actives ton système sympathique. Donc en gros, tu actives le stress. Donc en gros, tu vas sécréter du cortisol et ce cortisol va activer le système sympathique. Donc cortisol active le système sympathique. Le système sympathique fait que ton cœur bat plus vite. Puisque ton cœur bat plus vite, ton sang, il doit circuler plus vite dans ton corps aussi, tu vois? Et donc là, ça va impacter une autre partie de ton cerveau qui est ta respiration. Donc, je sais pas si tu savais, tu dois sûrement savoir, mais le ton corps, il a besoin d'oxygène et pour l'énergie dans ton corps, tu vois? Et après, il finit le cycle du cercle de la circulation sanguine et il te ramène du CO2 que tu dois expirer, tu vois? Donc tu inspires de l'oxygène, tu expires du CO2. Et quand ton cœur bat plus vite, ton sang circule plus vite, du coup, il a besoin de plus d'oxygène plus rapidement. Du coup, tu vas respirer plus rapidement pour pouvoir garder, tu vois, cette circulation de façon saine. Et ce qui se passe avec les gens anxieux, c'est que ils ont un rapport avec les sensations qui est surcontrôlé, ils vont ressentir leur respiration augmenter et ils vont contrôler aussi ça, consciemment, inconsciemment. Du coup, tu vas encore plus respirer rapidement que tu ne devrais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton corps, je fais que confondre les deux, il a du mal, en fait, à expirer autant de CO2 qu'il inspire d'oxygène. Et donc, du coup, au bout d'un moment, avec tout ce cycle-là, alors qu'on partait juste de cortisol à la base, tu te retrouves avec un sang qui est beaucoup plus oxygéné qu'il est chargé en CO2. Donc, il est déséquilibré, ton sang, en fait. Il est suroxygéné, ton sang. Et en fait, ce sang, quand il est suroxygéné et qu'il va dans certaines parties de ton corps, il y a des effets qui se produisent. Parce que il est trop oxygéné, il y a trop d'oxygène, tu vois. Et c'est notamment quand il arrive au niveau de ton cerveau, que là, tu as tout un tas de symptômes cognitifs que tu peux ressentir, donc le tournis, tu peux avoir des douleurs musculaires, tu peux avoir, des vertiges, tu peux vraiment avoir tout et n'importe quoi. Et tout vient, en fait, de ce cycle-là. Donc tu as des gens qui vont se concentrer, sur le fait que leur cœur va battre vite, d'autres qui vont se concentrer sur le fait que, bah, la respiration va vite et en général, les gens se concentrent sur tous les symptômes cognitifs qui viennent avec et tu te dis: «Mais comment je peux avoir ces symptômes-là?» Et tu associes à ça des mécanismes comme la DPDR et tu te dis: «Mais c'est pas possible que juste mon anxiété provoque des sensations physiques comme ça». Et du coup, tu as ce doute qui dure parfois très longtemps de te dire: «Mais c'est pas vraiment l'anxiété, j'ai un vrai problème, quoi». Alors que si tu te renseignes un peu sur la science derrière tout ça, en fait, ça fait pas mal de sens, quoi. Ouais. Mais moi, Tu savais j'avais tout ça? je savais pas à ce point. Je savais, vite fait le mécanisme, tu vois, dans les grandes, lignes, mais pas comme tu me l'as expliqué là. Mais j'avais quand même du mal à me dire: «Ouais», moi je me disais tout le temps: «Ouais, mais comment ça peut être constant?» Tu vois? Les symptômes peuvent être constants chez certaines personnes, chez les hypocondriaques en général. Il peut on se dit: «Bah, voilà, ce que tu me décris là, ça peut nous faire une crise de panique», ce genre de choses. Mais chez moi, j'ai l'impression que les symptômes, ils sont tout le temps là et j'ai du mal à me dire que l'anxiété, ça peut faire des symptômes, en fait, heu, H24 jusqu'à ce que tu laisses passer avec le temps et l'acceptance. Bah, en fait, tu as plusieurs raisons, déjà, il y a le côté, un exemple qui est pas mal, c'est ton ganglion là.
Ouais, Ton ganglion, tu l'avais enflammé, en fait, oui, à force de le toucher. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que le problème, ouais, c'était empiré. Tu avais enflammé ton ganglion, tu vois? Après, ça peut être plein de raisons c'est vraiment différentes. Il y a plus. aussi un lien avec, ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique et ça, c'est ton tu sais, tu as plusieurs tiers d'intelligence et une des tiers d'intelligence, c'est ta faculté de ton cerveau à se concentrer sur, tes sensations physiques, tu vois? Et Ça, je pense et j'ai un que pote à moi qui a fait psycho et qui a fait des mmh, recherches là-dedans, tu vois? Donc il était dans un laboratoire de recherche par rapport à ça et il a mesuré l'ampleur de la capacité du corps humain à juste se focaliser sur une sensation et l'amplifier et parfois même la créer juste par ton mental et c'est un truc de ouf. ouais, La c'est ça. capacité que tu as à juste renforcer une sensation, à ne penser qu'à ça et parfois même la créer alors qu'elle n'existe pas, par pur, focus mental, c'est assez ouf. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue dessus. Je pense que ça, c'est gros, gros big deal. Je crois que c'est vraiment ça qui est, Mmh. et j'ai l'exemple parfait avec, comment ça s'appelle? Moi, j'ai ressenti bah, les brûlures d'estomac, je les ai eues pendant 1 an et ça a disparu, écoute-moi bien, le jour où je commençais à avoir mes symptômes neuro, tu vois? Mes trucs bizarres en neuro. Ça a vraiment disparu, c'est-à-dire que ça fait 6 mois que j'en ai pas eu. C'est ça qui est déstabilisant de se dire: «Putain, le cerveau humain, c'est quand même En impressionnant, général quoi». en général, tu jongles, avant de comprendre le vrai principe de l'anxiété, tu vas avoir une anxiété qui va se déplacer, où tu vas avoir, des épisodes basés sur, un problème en particulier. Donc toi, c'est de l'hypocondrie ou ça va être des problèmes de santé, tu vois? Et en général, tu arrives pas à en enchaîner 2 en même temps très longtemps parce que ton corps, il arrive qu'à en alimenter un à la fois et donc du coup, ouais, tu jongles entre les Je pense que ouais, parce que déjà quand j'étais au collège, j'avais une sorte d'anxiété. Je pense que ça fait partie de l'anxiété. J'avais de l'érotophobie, je sais pas si tu connais? C'est quand tu as la l'érotophobie? c'est quand tu as peur de rougir Ah ouais, OK. et en fait, ça a été un événement, je sais pas, j'ai dû passer à l'oral en classe une fois, tu vois? Tu rougis et après j'avais ce trouble et en fait, chaque, situation dans laquelle je me mettais qui était un peu trop sociabilisante, tu vois? Mais je rougissais et j'avais peur de rougir et Mmh. ça et tu rougissais encore plus et c'était, horrible, tu vois? C'est 1 ou 2 ans de ma vie comme ça. Donc je pense que Ah bah, du coup, tu avais un un terrain trouble anxieux fertile déjà, déjà à l'anxiété, ouais, tu voilà. avais pas mal d'anxiété dès le début. Mais je l'accepte que depuis 1 mois, tu vois? Ça je suis jamais Mmh. allé voir un psy, si Ça, je te le conseille, ça, je te le conseille, Mathieu. j'en ai fait un. Et tous ceux qui nous écoutent, J'ai été avoir un suivi, hebdomadaire Ouais, par un psychologue, ouais. Tu peux avoir du mal à trouver le bon ou quoi, mais pour moi, il faut être sérieux dans tout ça. Il faut que tu sois sérieux dans tout ça. Faut que tu vois ton psy. Je sais qu'il y a une perte de confiance de la part de la population, mais et pour certaines raisons valables des fois, mais non, il faut avoir un suivi psy. bah, j'ai commencé en fait, j'ai commencé il y a 2 semaines, tu vois? J'ai fait Super. mon 1er rendez-vous psy pour commencer une TCC, je crois, c'est ça? Ouais, Ouais. une TCC, voilà. Et même toi, je suis, bah, avec tes podcasts. D'ailleurs, je voulais te demander comment en fait, ton journaling, tu l'appliquais à mon cas personnel. Parce que toi, par exemple, Comment? quand Ouais, tu ça parles prend quoi? des éléments déclenchants, c'est j'ai peur, tu as donné un exemple dans un podcast, j'ai peur de la mort, je crois. Ouais, ouais. Bah, toi, parce qu'on peut le faire pour toi si tu veux. On va prendre un exemple particulier. Donc, en gros, moi, mon journaling que j'utilise, c'est le journaling actif anti-anxiété. Donc, c'est en 3 étapes. Donc, si tu veux l'avoir, il est dans mon starter pack. Ça commence par un listing des peurs que tu as récurrentes, les peurs récurrentes que tu as. Donc, en gros, tu as une première page qui va te dire, OK, liste sous forme de phrase «J'ai peur de». Donc, c'est important parce qu'en fait, chaque angoisse que tu as, Mathieu, il faut que tu saches que tu peux les résumer sous la phrase «J'ai peur de». Tu vois? OK. Et c'est vraiment quand tu la résumes sous cette forme-là, c'est le noyau de ton angoisse, c'est «J'ai peur de, bah, j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot, j'ai peur de mourir» et cetera, tu vois? Et donc tu commences par faire ça. Donc c'est une première étape qui est importante parce qu'elle permet de comprendre que même si tu avais l'impression d'avoir une montagne de problèmes et de jamais t'en sortir, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu as un nombre de peurs qui est assez fini, tu vois? Et donc tu vois plus clair directement. Mais ça, c'est juste la première étape qui sert, qui est bien, hein, elle est cool, mais c'est que le début. Et la plupart des gens, en fait, ils font que ça. Tu vois? Ils vont juste noter leurs peurs et c'est tout et s'arrêter là. Mais ça a pas vraiment d'intérêt. Donc on va voir quelques peurs que tu as. Donc dis-moi, toi, là, 3 peurs que tu as, qui reviennent de façon récurrente, on va dire ces dernières, semaines.
Bah, j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot, ça c'est la number one, tu Ok, vois, celle qui me hante en général. d'accord. Et du coup, bah, tout est un peu relié à ça. Du coup, j'ai peur de pas vivre de la mort, puisque de pas vivre le futur que Mhm. je m'imagine, tu vois. Ouais, Au ok. final, ou de souffrir et de faire souffrir ma famille, tu vois, par Ouais. exemple. Bah ça, c'est classique, tu vois. Mais il y a une seule peur qui est rationnelle là-dedans, par rapport à la maladie de Charcot, tu vois. Donc tu sais qu'elle est rationnelle maintenant que tu as fait tes EGM, tes Ouais. EMG, pardon. Est-ce que tu as accepté l'idée qu'elle est irrationnelle? Et donc le problème, c'est que tu penses l'avoir, mais c'est pas le fait que tu l'aies vraiment. Est-ce que ça, c'est une étape que tu as passée, tu penses pas? Et mais il y a des jours où je doute. En fait, je l'ai, Mhm. cette réflexion, mais il y a des jours où je doute quand je vois les symptômes qui partent pas encore, les symptômes physiques, en fait. Ouais. Bah, si la plupart du temps tu l'as, c'est que c'est bon. C'est normal d'avoir des doutes. Et en fait, donc j'ai fait une vidéo là-dessus et je vais répéter comment on distingue une angoisse qui est rationnelle et une angoisse qui est irrationnelle. Une angoisse irrationnelle n'a comme seule preuve irréfutable l'émotion qu'elle provoque. Donc une angoisse irrationnelle n'a que comme seule preuve irréfutable l'émotion qu'elle provoque. Une angoisse qui est rationnelle, elle a d'autres preuves irréfutables que l'émotion qu'elle provoque, tu vois. Alors qu'une angoisse irrationnelle, c'est que l'émotion qu'elle provoque qui est sa preuve de son existence, tu vois. Et donc, quand tu as eu ta maladie de Charcot, tu es allé faire tes, euh, tes tests Ouais, et tu as fait ton EMG 2 fois, qui était négatif à chaque fois, tu vois. Donc, tu as récolté la preuve irréfutable que tu n'avais pas la maladie de Charcot, tu vois. Mais tu as encore la preuve tu as encore l'émotion que tu as la maladie de Charcot. Tu as encore la peur, tu vois. ouais, Tu que ça, en fait. C'est la seule preuve irréfutable que tu la maladie de Charcot. C'est l'émotion que tu ressens, tu vois. Et donc, c'est ça qui fait que c'est une émotion qui est irrationnelle. Donc ça, tu vois, c'est une étape qui est passée. Et donc après, une angoisse irrationnelle, on va la traiter d'une façon complètement différente qu'on va traiter une angoisse rationnelle. Parce que si jamais tu avais vraiment eu la maladie de Charcot, là, tu aurais mis en place des actions. Donc, je sais pas ce que tu fais quand tu as la maladie de Charcot, mais des trucs vraiment genre, en réaction au fait que tu as la maladie de Charcot. Là, tu ne ok. l'as pas. Et donc, du coup, il faut que tu fasses des actions qui sont complètement différentes, tu vois. Et donc là, on va faire une recherche ensemble de tout ce que tu vas faire en réaction à la présence de cette peur. J'ai peur d'avoir la maladie de Charcot. Donc, quand tu vis ta vie comme ça, tu es freelance, bam, tu codes, tu fais ta vie. Et là, d'un coup, tu as la pensée qui arrive. Tu as Ok. soit une sensation qui arrive, soit la pensée qui arrive par rapport à ça. Et bam, tu as j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot qui pop. Comment tu réagis à ça? Bah, en t'écoutant, comme tu vas dire, j'essaie de lui dire, j'ai pas à te répondre, tu vois. Ok. Mais parfois, c'est automatique, tu vois. Dans ma tête, j'arrive quand même à me mettre des réassurances. Comment ça s'appelle? Bah, c'est pas possible parce que, tu vois. Tu fais le listing de Ouais, le réassurance. listing de réassurance, mais inconsciemment, tu vois. Parfois, j'y arrive, Donc, parfois, non. ouais, en fait, j'ai l'impression que tu fais plus trop de mécanismes physiques. Maintenant, il te reste que des mécanismes cognitifs. Donc, en gros, tu fais plus tout ce qui va être visite chez le médecin, googler tes symptômes, etc. Tu fais encore Non, ça ou pas? ça fait 2 mois que je fais plus. D'accord. Donc, tu as arrêté la première partie un peu critique où tu arrêtes les mécanismes physiques. Donc, tu prends quoi ta tension, on va? Non, plus depuis que Ok, j'ai plus les, ça fait au moins un an, tu vois. L'attention n'est plus d'accord. comme ça. Là, Tu c'est vois, bon. toutes ces choses-là que tu fais avec ton corps, tu vois, en mode je vais prendre un rendez-vous chez le médecin, je vais googler mes symptômes, etc. Tu vois. Ça, c'est les premières choses que tu arrêtes en général. Et arrêter ça, ça résout pas mal de problèmes. Mais en fait, derrière tout ça, tu as tous les mécanismes cognitifs. Donc, c'est des mécanismes de CCR pareil, c'est de la recherche de contrôle, de certitude de réassurance. Mais c'est un truc, en fait, que tu fais purement dans ta tête. C'est ça qui est tricky, tu vois. C'est ça qui est difficile à saisir, tu vois. Mais c'est pas impossible. Et en fait, tu as différents. C'est une autre catégorie là, ça se fait de façon différente. Donc, je vais donner quelques exemples de mécanismes cognitifs. Le premier, c'est le listing de réassurance. Donc, c'est ce que tu viens de dire, où tu as une peur qui arrive, j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot. Et donc, du coup, en réponse à cette peur-là, j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot, tu vas vouloir faire une liste de raisons pour lesquelles tu n'as pas la maladie de Charcot. Donc, tu vas vouloir faire une liste de choses qui te rassurent du fait que tu ne l'as pas. Donc, je suis jeune, j'ai fait un EMG, il est négatif, etc. Sauf que quand tu vas commencer à faire ta liste, inévitablement, en fait, puisque tu as mis ton cerveau en mode euh, chercher un problème,
résoudre un problème, recherche, et bah, tu vas inévitablement tomber sur un truc qui va plutôt renforcer ton angoisse. Ah, mais et si, le MJ était passé à côté de quelque chose ou quoi? Tu vois? Ouais, c'est Bam. ça. Ah, mais j'ai quand même des sensations qui sont exactement les mêmes que non, non, non. C'est Tu exactement vois? ça. Et donc du coup, puisque tu as retrouvé un élément négatif, bam, tu as reproduit la boucle émotionnelle. Donc tu vas ressentir une réaction émotionnelle, tu vas ressentir une peur, tu vois? Cette peur, tu vas aussi vouloir l'annuler, c'est pour ça que tu avais commencé le listing de rassurance et du coup, tu vas vouloir continuer ta liste avec des choses positives. Mmh. Donc tu redoubles d'efforts pour trouver des raisons pour lesquelles tu n'as pas la de Charcot et cetera et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Tu retrouves tu un élément retrouves. négatif. C'est ça. Et donc du coup, tu te batailles pour faire ça et au bout d'un moment, tu te retrouves en fait avec 2 listes. Une liste de choses, qui dit que tu as pas la maladie de Charcot et une liste de choses qui dit que tu as la maladie de Charcot et du coup, bah, là, dans ta tête, c'est la guerre. Dans ta tête, ça s'envoie des missiles à droite, à gauche. Oui, mais ça, oui, mais ci, oui, mais ça. C'est vraiment la guerre dans ta tête et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Bah, ton cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Donc ton stress augmente, ton anxiété augmente et donc après, tu commences à avoir les symptômes qui apparaissent. Du coup, ça amplifie tes symptômes physiques. Du coup, ça renforce la sensation que tu as la maladie de Charcot, et en plus de ça, avec le biais négatif, qui est notre capacité à plutôt penser au scénario négatif, plus on réfléchit à quelque chose et ben, tu deviens de plus en plus persuadé que tu as la maladie de Charcot, quoi Voilà. Et ça et c'était, voilà. le fond du trou, c'était, ouais, il y a 2 mois, c'était vraiment, au point où, tu vois, c'est vraiment le symptôme dépressif, par excellence, tu plus envie de Ouais, rien. Donc c'est pour ça voilà. que là, je suis encore sous traitement en médicaments. J'ai, Tu prends les antidépresseurs? je prends il m'avait filé au début des Xanax juste 3 jours D'accord, pour pour te tester ce calmer. que ça me faisait, mais vraiment la dose la plus minime, je crois, c'était 0,25 par cacheton et j'en prenais 1,5, je crois, par jour. Donc ça me détendait un peu, mais pas non plus incroyable. Donc j'ai Et arrêté. tu arrêté maintenant? Ouais, ouais, OK, j'ai arrêté. De toute façon, j'ai vu que j'ai pris après, ils m'ont mis du Laroxyl. Laroxyl, c'est un peu les vieux antidépresseurs d'accord, qui marchent normalement pour des douleurs, mais à une dose assez petite, tu vois. Et je remarque que ouais. ça marche bien sur mon humeur. Ça m'a permis de dépasser cette anxiété pour travailler, surtout. Ouais, c'est bien ça. Donc là, je suis encore sous Laroxyl. Parce que de toute façon, c'est des traitements qui durent au moins 3 4 mois, je crois, d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai une dose très très petite, quoi, qui est Mmh. normalement pas pour traiter. Ouais. Ça t'aide à moins, céder à ces mécaniques nécessaires, mais tu vois le listing de réassurance, tu penses que tu le fais encore ou pas? Je pense que je le fais encore, ouais. Mais beaucoup Ouais. moins, tu vois. Mais j'ai quand même des petites, même pas que cognitif, ça m'arrive quand même d'aller regarder. Ça doit être aussi un mécanisme de rassurance, d'aller regarder des vidéos YouTube de gens Ouais, qui, qui, qui sont comme moi, tu vois. ouais, ouais, Et bah, oui. parce que j'ai envie de te le dire, dans mon train de vie de tous les jours, je suis freelance, je suis tout seul, je suis chez moi, je fais beaucoup moins d'heures que la plupart des gens. Donc, j'ai beaucoup de temps libre et où je me dis, voilà, tu vois, hop, dans ma tête, c'est direct, aller regarder une En fait, vidéo. c'est devenu un hobby pour toi. Voilà, c'est devenu une C'est ça le habitude. problème et moi, la meilleure chose que je peux te conseiller là, c'est de trouver un hobby, Mathieu. Ouais, bah, moi, De je trouver un surfe, hobby pour remplacer ça. Trop bien malheureusement, pas et tous bon les jours les conditions. Mais c'est un peu ma thérapie, par contre, ça, c'est vrai que c'est ah bah, vraiment, oui. quand il va, Mais c'est, trouve-toi un autre hobby, cumule les hobbies, tu ouais, vois? ok. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une abomination des jeux vidéo, mais moi, les jeux vidéo m'ont sauvé la vie quand j'étais anxieux. Donc ça me permettait justement de décrocher, tu vois? De tout ça et donc sans m'en rendre compte de renoncer à beaucoup, beaucoup de mes clés nécessaires et donc de pas aggraver mon donc pour moi, la découverte et la recherche et même la trouvaille de hobbies, même de façon diversifiée. C'est cool côté le surf, tu peux en trouver plein, tu vois? Et bah, c'est lourd, ça te permet d'être heureux tout simplement, tu vois? Genre de pas penser à tout ça et d'avoir des réflexes, parce qu'après ça devient un réflexe, en fait. C'est comme tu l'as dit, c'est devenu un réflexe, tu as rien d'autre à faire, du coup, tu as que ça à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ton hobby, en fait, au lieu d'avoir un hobby qui te fait oublier ton anxiété, tu as un hobby qui renforce ton anxiété, encore aujourd'hui, tu vois? Et ouais, Et ça, faut que tu arrêtes. Ça, pour le coup, Mathieu, genre, si tu cherches des pistes pour aller mieux, mais pas besoin d'aller chercher plus loin, hein.
Il faut que tu arrêtes ces mécanismes-là. Ouais. Parce que là, encore aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es encore sous traitement et tout ça, c'est que encore aujourd'hui, tu as une multitude, même pas un, hein, mais tu as une multitude de mécanismes nécessaires que tu emploies encore. Ouais. Et ça qui fait que tu augmentes encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins vénère qu'avant, tu le fais encore, tu vois. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est de se... Comment dire? J'ai l'impression que même si, tu vois, je vais sortir de cette bucket maladie de Charcot, Mhm. j'ai l'impression que mon corps va me redonner un symptôme et j'y retourner dedans, tu vois. Ouais. Mais Et- tu te trompes pas si tu continues avec ces mécanismes nécessaires, en fait. Parce que le problème, c'est pas de trouver ces épisodes-là. Tu vas toujours en trouver, tu auras toutes les raisons d'en trouver, en fait, toute ta vie. C'est juste, est-ce que tu vas réagir à ces épisodes ou pas, tu vois? Ouais. Et genre, comment tu réagis avec tes mécanismes nécessaires? Le truc, tu vois, là, je prépare une deuxième formation pour justement faire un listing de tous les mécanismes nécessaires, que ce soit physique, cognitif, pour vraiment les lister, les expliquer, et comme ça, tout le monde sait lesquels sont, tu vois. Et honnêtement, mec, genre, il y en a pas beaucoup, hein. Là, j'en ai 22, hein. Et justement, je cherche pour en voir si je peux en trouver d'autres, mais j'en trouve pas. Avec tous les gens que je vois tous les jours, etc., il y en a pas beaucoup, hein, des mécanismes nécessaires. Il y en a Ok. 22. Moi, j'en ai vu 22. Et donc, en fait, quand tu connais par cœur ces 22 mécanismes-là, et quand tu sais qu'il faut pas les faire, et que ton inconscient a bien compris que tu peux pas les faire, mais tu veux plus être anxieux. C'est fini, tu vois? Et toi, le Parce que tu veux plus journaling? alimenter ton anxiété. Ok, ça. Donc, c'est ça le délire. Donc, toi, ton enjeu, c'est ça, c'est de trouver tes mécanismes nécessaires que tu as encore pas identifiés, et ceux que tu as identifiés, réussir à vraiment les interrompre pour de bon. Parce que j'ai l'impression, comme beaucoup de gens, que c'est pas ta top priorité. Dis-moi, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit ta top priorité d'arrêter tes mécanismes nécessaires. Parce que là, tu as encore un hobby par rapport à ça, etc. Je me trompe ou pas? Bah, bah, si, c'est quand même ma top priorité, mais je galère, tu vois. Ça met du temps parce que j'ai quand même réduit énormément, tu vois. Par Ouais. rapport à l'époque où je googlais, mais là, ça fait 2 mois que j'ai jamais googlé un symptôme, où j'essaie de m'asseoir avec l'incertitude, tu vois. Quand Mmh. je, ce qui est dur, c'est quand tu as Voilà. les symptômes physiques, quand tu sens trembler ou d'avoir des fasciculations, de pas se faire le listing dans sa tête. Mmh. Si, j'ai Mmh. vraiment envie, hein, pour le coup, je t'avoue, j'ai vraiment envie, mais c'est compliqué. Après, ça fait que un C'est normal. mois, ça fait que un mois, Oui, on va c'est dire ça. que c'est assez récent que j'accepte. Mmh. Mais en OK. tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Ce que tu dis dans tes podcasts, là, s'asseoir avec l'incertitude, c'est un peu tout ce que j'avais déjà retrouvé sur des YouTube anglophones. Bah, c'est The Anxiety. Comment il s'appelle? The Anxiety Guy, ouais. Ouais, Le voilà. GOAT. Lui, Lui, ouais. c'est le GOAT, hein. Lui, vraiment, ouais. C'est bien. Après, moi, celle qui m'a sauvé, c'est Sheryl Singh. Enfin, celle qui m'a, Ouais, qui m'a, qui m'a fait accepter parce que c'est une nana qui avait les mêmes ouais. symptômes. Et quand t'écoutes ça, ça te réassure. Donc, c'est peut-être pas bon. Mais il te le faut pour démarrer, moi, je pense. Oui, mais moi, ce que j'ai fait aussi, hein, je fais le malin avec réassurance et tout, mais au début, évidemment, que moi, j'ai regardé ces contenus pour me réassurer. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, en regardant ces contenus pour te réassurer, tu comprends qu'il faut pas se réassurer. Du coup, t'arrêtes et c'est le cycle normal. C'est normal de procéder comme ça. C'est ça. Mais en tout cas, bon, je pense que je suis bien parti. J'ai essayé de faire du journaling. Voilà, je fallait juste que tu me dises un peu comment Ouais, donc on le va faire dans mon continuer. cas. Quant à la maladie de Charcot, donc tu as trouvé ta Ouais, peur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va faire l'étape 2, c'est la recherche de mécanismes pro-anxiété. Et donc, tu vas utiliser tes trois guides, contrôle, certitude et réassurance, pour brainstormer autour de cette peur-là. Donc, je vais parler de la maladie de Charcot. Et en fait, tu vas partir à la chasse à des mécanismes que tu as, des mécanismes nécessaires. Qu'en fait, tu peux employer par rapport à cet emploi-là, mais que tu peux très bien employer avec d'autres, tu vois. Donc, googler tes symptômes, tu le fais pour la maladie de Charcot, mais tu le fais pour plein d'autres problèmes, tu vois. C'est ouais, les mêmes mécanismes qui reviennent, tu vois. Le listing de réassurance, tu le fais pour la maladie de Charcot, mais tu peux le faire pour n'importe quel type d'angoisse, tu vois. Donc, en fait, ce qui fait que tu es une personne anxieuse, c'est que tu as ces mécanismes-là qui sont là tout le temps et qui se rattachent à différents problèmes, pas que pour la tu vois. maladie de Charcot, c'est ça. Il faut que je me force Voilà, pour et tous. c'est ça, pour Ok, tout, en fait. Et après, tu vas voir que c'est bizarre parce que des fois, tu vas trouver un certain confort et une certaine familiarité à ne pas faire le listing de réassurance par rapport à la maladie de Charcot.
Mais quand tu vas voir une nouvelle angoisse qui va apparaître, tu vas avoir du mal à faire la même chose, C'est tu vois? ça. Et c'est normal. Et quand tu comprends que c'est la même chose pour tout, c'est là où tu atteins la guérison complète, tu vois? Genre, tu te dis: «Bah, pour n'importe quelle petite angoisse, je vais avoir ça et je sais que je vais avoir une peur, je sais que je vais avoir une compulsion et cetera». C'est normal et juste, je sais que l'enjeu, c'est juste de pas céder à ce mécanisme-là, tu vois? Et donc, on va le faire ensemble. Tu as un texte à trous, du coup, dans mon journaling, qui commence avec la première partie, c'est la réassurance. Donc, puisque j'ai peur d'avoir la maladie de Charcot, alors je cherche à me rassurer en 3 petits points. Et là, à toi de chercher, à toi de me dire. Quand tu as cette peur qui arrive, tu cherches à te réassurer, comment tu le fais? Bah, déjà, on l'a dit, listing Un signe de cognitif, là, réassurance? listing de réassurance. Bah, Google, je le fais plus, donc, mais je vais quand même le noter. Quoi Mmh. d'autre? Si je me compare, tu sais, c'est un truc aussi qui est hyper fréquent chez les hippos, c'est qu'on se compare. Tu vois, ma copine, je lui dis, tiens, fais voir, toi, ta main, comment prendre, Mmh. tu vois ce que je veux dire? OK. Comparaison, quoi d'autre? J'avais noté un peu des trucs. Regarder des vidéos. Comparaison à autrui, il est intéressant comme mécanisme parce que, des fois, tu vas te comparer aux autres, mais ça t'arrive aussi, tu peux te comparer au toi d'avant, tu vois? Bah ouais, tu regardes des Donc, photos, des vidéos, c'est tu regardes ça. des photos, tu te dis ouais, ouais C'est et ça. ça, c'est marrant parce que ça marche à la fois pour des trucs hypocondriaques, mais ça marche aussi pour des troubles anxieux. Tu vois, moi, j'avais un trouble anxieux par rapport à la dépression, par exemple et donc je me comparais au moi d'avant mon trouble anxieux, qui pensait pas à tout ça et tout ça et donc ça me Ah bah faisait, c'est ça aussi. Moi, je me ouais, compare au mois d'avant qui était, ouais. c'est un côté qui était plus heureux, tu vois? Parce Bah, tous il les était gens pas qui vont hyper. écouter ce podcast, je pense, font la même chose, hein. Ça, c'est commun de ouf. Voilà, checker faut aller chez le médecin, se comparer, voilà, je t'ai dit, hein. Il y a tout plein de trucs, j'ai essayé de faire une liste déjà. Donc je vais t'en donner quelques-uns, parce que toi tu connais pas par rapport à tout ce qui est cognitif. Est-ce que tu fais ce qu'on appelle le crystal bowling? Donc l'effet boule de cristal, où en gros, tu vas commencer à anticiper le futur, imaginer tous les scénarios possibles et te dire qu'est-ce que tu fais pour chaque scénario possible. Cristiano je pense que je fais ça, mais pour le pire, en fait. Pas pour, OK, je me dis pas je me dis pas tous les scénarios possibles, je me dis direct le pire. ouais, Dans la tête, OK. c'est toujours ça, tu vois? Et du coup, tu te dis quoi faire pour quand ce scénario va arriver? Bah, en l'occurrence, je me dis, ouais, exactement. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire si, blablabla. J'écris mon testament, je Exactement, ouais, exactement. Mais ouais. des trucs comme ça, en plus, c'est vrai, je suis qu'est-ce que je En fait, lègue, c'est à comme ça qui? que ça fonctionne. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'en fait, tu vas remarquer que ces mécanismes-là, ils suivent un pattern, ils suivent un schéma que tu peux toujours identifier par la suite, tu vois? Donc, quand une pensée, c'est une pensée qui n'a pas été identifiée comme faisant partie d'un schéma, elle a beaucoup de puissance sur toi parce que tu penses que c'est une pensée, que c'est une vérité. Mais à partir du moment où tu mets une pensée dans un schéma, dans un contexte de schéma de pensée, et ben, immédiatement, elle perd énormément de pouvoir sur toi. Parce que quand tu vois, donc la règle du crystal bowling, c'est quoi? C'est une anticipation du futur pour savoir quelle action entreprendre en fonction de chaque scénario, tu vois? Toi, tu en as trouvé un, c'est le résultat final et du coup, tu commences à penser à des choses que tu vas faire si tu as, pris comme, tu as considéré comme acquis le fait que tu allais crever, tu vois? Et bah, ça, c'est du crystal bowling, tu vois? OK. Donc, quand tu comprends le squelette du crystal bowling et que la prochaine fois que tu vas être anxieux, bam, tu vas te rendre compte de: «Ah bah tiens, là, je suis en train d'anticiper le futur, j'ai trouvé un scénario et je suis en train de savoir quel type d'action entreprendre en fonction de ce scénario-là». C'est du crystal bowling ce que je suis en train de faire. Que ça soit lié à Charcot ou pas, tu vois? Et donc quand tu as développé cette compétence-là, tu vois, d'identification du mécanisme CCR, bah, du coup, direct, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle des pensées de renonciation, où en gros, tu vas commencer à avoir ce schéma de pensée-là de crystal bowling qui, si tu le laisses faire, va alimenter ton angoisse. Sauf que puisque tu l'as identifié, puisque tu sais comment il fonctionne, puisqu'il a plus aucun secret pour toi et que tu as cette awareness directe de le remarquer, bam, en fait, ça te paraît logique pour toi. C'est même pas un effort que tu dois faire. Ça te paraît logique d'y renoncer, en fait. Tu en mode: «Mais ça, c'est du crystal bowling, je sais à quoi ça mène, évidemment que je vais pas en faire», tu vois? Et c'est ça qui te guérit, en fait. C'est ces pensées de renonciation. Plus tu as des pensées de renonciation, plus tu guéris, tu vois? Et quand tu es quelqu'un qui suit
chaque idée anxiogène irrationnelle par une pensée de renonciation, tu es quelqu'un qui est comme moi, tu es plus anxieux. Tu peux plus alimenter ton angoisse parce que la pensée de renonciation, elle est directe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire et ce qui est, important de souligner chez des personnes comme moi, c'est de se dire, ça, oui, il faut bien comprendre qu'il faut pas le faire pour son seulement pour son angoisse du moment. Parce que tu vas Mmh. forcément retomber Ouais, dans et c'est là qu'il faut se dire, voilà, il faut apprendre ce que tu as dit pour tout et pas seulement ton angoisse du moment et cetera. Parce que c'est ça un peu qu'il y a 2 mois quand j'ai voulu accepter, bah, voilà, j'ai accepté ça, mais hop, si j'avais une crampe quelque ou un truc qui avait rien à voir, bah, sans m'en rendre compte, je rentrais dans ce cycle parce que en fait, exactement. je faisais ton ah merde, je sais pas comment dire, ton mécanisme pour, pas se Mmh, rassurer seulement pour le truc le plus grave du moment, tu vois? ouais. Mais En maintenant fait, pour moi, l'analogie qui est bonne à avoir, c'est que quand tu es quelqu'un d'anxieux, tu es quelqu'un qui a, heu, X outils dans la main, qui en fait sont des outils qui sont pas des outils du tout, qui c'est ces outils-là qui te font souffrir, tu vois? Et en fait, tu erres dans le monde comme ça avec ces outils-là et donc en fonction de l'environnement dans lequel tu vas te trouver, tu vas utiliser ces outils pour alimenter ton angoisse, en fait. Et c'est ça le problème, c'est pas l'environnement dans lequel tu es. Tu vois, là, tu es dans l'environnement, maladie de Charcot. Avant, tu étais dans l'environnement, dépersonnalisation. Avant, tu étais dans l'environnement, douleur de l'estomac et cetera. Mais le vrai problème, c'est juste que tu as des outils en main qui te desservent et qui te font devenir anxieux. Et donc le principe de la guérison, c'est d'identifier tous les outils que tu as dans la main et de les lâcher, de les arrêter, tu vois? De renoncer, d'apprendre à ne plus les utiliser, tu vois? C'est ça c'est ça, l'enjeu ouais. vraiment de la guérison. Et une fois que tu as trouvé ça, tu es capable de justement te promener dans n'importe quel environnement. Parce que évidemment, tu as des environnements qui sont plus anxiogènes que d'autres, tu vois? Mais ne pas avoir à stresser, tu vois? Parce que tu sais juste tout simplement quels outils spécifiquement ne pas utiliser. Parce qu'il y a une quantité limitée d'outils qui sont néfastes et donc tu sais juste lesquels ne pas utiliser et quand tu les utilises pas, bah, tu es tranquille. En fait, ça devient, inconscient, tu as plus à y penser. Tu as plus comme ça à être dans ta vie tous les jours à surveiller de: «Ah, il faut vraiment que je fasse gaffe à pas, utiliser ce mécanisme-là», tu vois? Juste, ça va devenir inconscient. Ton inconscient va t'aider et te le faire pour toi ou au point, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus le faire du tout, ce crystal bowling. Tu vas plus en avoir l'idée de le faire, tu vois? OK et Et très c'est ça qui intéressant. fait que ça devient que juste tu recommences à vivre normalement et c'est pas un effort de vivre normalement, c'est devenu ta seconde nature. Ouais, Et ça, c'est les 4 étapes de l'apprentissage. Donc ça, tu peux le porter à n'importe quel apprentissage, n'importe quelle compétence. Mais c'est surtout moi, je trouve que c'est vachement valable pour tout ce qui est la guérison de l'anxiété. Donc tu as 4 étapes. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Donc ça, c'était quand toi, tu as eu ton truc de DPDR suite à une drogue, tu savais même pas que tu avais de l'anxiété, tu savais même pas comment ça fonctionnait et cetera, tu vois? Tu faisais, toutes tes, visites chez le médecin, donc tu faisais vraiment tout ce qu'il fallait pas et tu savais pas qu'il fallait pas le faire, tu vois? Donc ça, c'est la première étape. Après, tu arrives à la deuxième étape qui est l'incompétence consciente. Donc là, c'est une incompétence que tu as en ce moment, mais qui est consciente et donc en général, tu jongles un peu avec celle d'après, mais en gros, tu es en mode: «Mais ça, je sais qu'il faut pas que je le fasse». Donc ça, c'est mes mécanismes nécessaires comme, là, googler mes symptômes, je sais qu'il faut pas le faire et donc la plupart du temps, tu le fais pas parce que tu sais qu'il faut pas le faire, mais des fois, tu le fais quand même, tu vois? Des fois, tu tombes dedans. Pareil avec le listing de réassurance, tu sais qu'il faut pas le faire, tu commences à comprendre qu'il faut pas le faire, mais tu vas te faire surprendre, surtout pour les mécanismes cognitifs, c'est plus difficile à arrêter, tu vois? Et tu te fais surprendre et tu l'utilises et après tu te rends compte plus tard que: «Ah merde, je l'ai utilisé, j'aurais pas dû» et cetera, tu vois? Donc ça, c'est, classique et après tu chevauches avec la compétence consciente où, tu vois, des fois tu y arrives, donc tu as plusieurs fois de l'angoisse par jour. Plusieurs fois par jour, tu vas t'apprêter à faire le crystal bowling ou tu vas même un peu commencer le crystal bowling et bam, tu vas réussir à, tu vois, genre, le remarquer, l'arrêter et cetera, tu vois? Donc c'est bien parce que tu alimentes plus ton angoisse, donc tu y arrives, c'est bien, mais ça demande de l'effort. C'est au c'est début, ouais. conscient, donc ouais, donc ça, c'est un certain effort, tu vois? Mais tu y arrives de plus en plus facilement, tu vois? Et puis progressivement, tu atteins l'étape 4, la compétence inconsciente, où là, ton corps, il est en autopilote, il sait ce qu'il faut pas faire, il le fait pour toi et donc tu as rien à faire, tu as appris les 22 mécanismes nécessaires à ne pas utiliser, tu les fais plus. Du coup, tu es plus anxieux, du coup, tu as plus de compulsion à les faire, du coup, bah, c'est bon, tu es Gucci.
Et ouais, il faut attendre après. C'est caractéristique d'un hypocondriaque qui peut pas attendre. Tu vois ce Oui. que je veux dire? La patience, t'as beaucoup de mal La avec la patience. patience, c'est compliqué, ouais. Et pourquoi tu trouves que c'est difficile pour toi la patience? Ouais, je sais pas. En fait, pour moi, d'attendre, comment t'expliquer? Si j'attends pour un résultat ou pour d'attendre que les symptômes physiques, t'attends que les symptômes physiques passent. Donc, comme t'attends, à mon avis, ça, ça te remet dans le cycle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, Comme t'es dans l'attente. t'as l'impression que ton corps est en mode, attends, tu fais quoi là? Normalement, faut agir, quoi. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça, par exemple, quand je me suis cassé le doigt l'année dernière, et c'est pareil, toujours le même mécanisme. Tu penses être meilleur que les médecins, donc ils ont pas voulu Mhm. t'opérer, donc ils m'ont mis une attelle. Ok. Et quand je l'ai enlevé, je voyais que mon doigt, il était pas assez bien placé. Je me suis dit, toute ma vie, je vais avoir ça. Donc, je suis allé voir un Hmm. spécialiste, le spécialiste qui a dit, on Hmm. peut rien faire de plus. Dans ma tête, j'étais là toute ma vie, je vais avoir mal. Et au final, c'est passé parce que je me disais, putain, j'attends, ça passe pas. Et c'est passé qu'au bout d'un certain temps, quand j'ai arrêté d'y penser. Ouais. Quand, quand t'acceptes. Parce qu'avant, tu patientais pas vraiment, parce que t'avais une fausse patience, mais avec une attente derrière, tu vois. Voilà, l'attente qui C'était est un dure. peu une fausse patience, quoi. Ouais. Et l'attente, c'est quoi? Mais C'est le besoin de contrôle? C'est le besoin de pour certitude? moi, il y a un problème. Euh, pour moi, c'est de la certitude, le manque de patience. Parce que tu veux être sûr à 100% de la chose. Et donc, puisque tu veux pas t'arrêter tant que t'es pas sûr à 100%. Pour moi, c'est lié à ça, tu vois. Mais pour moi, il y a un truc, un peu à la racine de l'impatience chez les anxieux. J'en parle souvent dans mes vidéos, c'est le manque de foi que la vie te veut du bien. Donc, Ouais. en gros, tu as une croyance limitante que tous les anxieux ont, qui est: si je ne m'occupe pas de cette pensée, sensation ou émotion, alors elle va s'empirer, se réaliser ou alors persister. Tu te reconnais là-dedans ou pas? Bah, à 100%, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très très malchanceux. Toujours. Voilà. Je Ouais. me suis toujours plaint de ça. Bah, l'impression, mec, que t'es plutôt chanceux. Tu traites la plage, tu surfes, t'es freelance et tu gagnes bien ta vie. Ouais, mais ouais, c'est vrai, Donc, il y a mais plein d'éléments qui prouvent l'inverse. Mais oui, tu dois avoir une tunnel vision où tu penses que aux éléments qui disent que t'es pas chanceux, quoi. je pense que oui. Bah, moi, je peux te le dire, c'est sûr. C'est sûr. Mais parce que c'est comme ça. Et en fait, t'as cette impression, du coup, que si toi, t'es pas là à t'occuper des problèmes que tu vas vivre ou que tu peux vivre, par défaut, ça va mal se passer, genre. Ouais, je pense, Et ouais, ça, c'est ça, ça. ça, Ouais. c'est à la racine de toute ton angoisse, mec. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc que Pourtant, moi, je suis athée, j'ai jamais... Enfin, j'ai grandi athée, j'ai jamais eu d'éducation religieuse. C'est pas si toi, t'as eu une éducation religieuse? Non, pas vraiment. Non plus athée Non? aussi. Bah, moi non plus, tu vois. Donc, c'est toujours été un truc qui était assez... que je prenais jamais au sérieux, tu vois. Mais c'est quand j'ai vécu mon truc d'anxiété où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bah, juste nécessaire, pas forcément d'avoir une religion, quoi, mais juste d'explorer la foi que la vie, de manière générale, te veut du bien. Et donc, tu pas besoin de toi t'assurer que tout va bien se passer pour que ça se passe bien, genre. Que peut-être que l'idée, c'est la théorie, c'est quoi? C'est que peut-être que sans rien faire, la vie te veut du bien, tu vois. Mm. Donc, sans rien faire, des bonnes choses vont passer, mais surtout, sans rien faire, des mauvaises choses ne vont pas se produire de base, tu vois. C'est surtout ça, en fait. T'as besoin de croire que si tu fais rien, des bonnes choses vont te passer, c'est ça notre délire. Mais déjà, commencer par te dire que tu as pas besoin de faire pour que des choses négatives ne se passent pas, tu vois. Ouais. Si tu Je me fais rien, reconnais normalement, si tu fais rien, normalement, il y a pas de mauvaises choses qui vont t'arriver, quoi. C'est un peu, logique, tu vois? Et donc du coup, bah, heu, ça c'est un peu à la base de tout. Et donc quand tu commences à faire ce travail d'exploration, donc je t'explique un peu comment faire, tu vois? OK, j'ai m'ouvrir à l'idée que la vie me veut du bien, donc j'ai pas besoin de m'assurer que tout, moi-même et spécifiquement que les choses vont pas mal se passer. Et bah, inconsciemment, tu commences à prendre les bonnes décisions. Inconsciemment, tu vas renoncer à des mécanismes nécessaires et donc du coup, pas alimenter ton angoisse et cetera. Et la méthode que moi j'ai, parce que le problème, c'est que quand t'as pas la foi, quand tu as toutes les cellules de ton corps qui te disent, «Vas-y, je vais avoir un» mais charcot, c'est très dur de dire: «Ah vas-y, je vais croire au fait que ça va bien se passer».
Faut pas que ce soit non plus la méthode co et pour moi, ça marche pas. C'est commence par agir en concordance, comme si tu jouais un rôle. C'est vraiment ça, tu vois? Agir en concordance avec l'idée et la notion que la vie te veut du bien. Donc tu te dis, espérance de pensée, là, vas-y, j'ai mal au petit doigt ou j'ai pas la maladie de Charcot. Si je décide d'avoir foi que la vie me veut du bien, comment j'agis? Qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Ouais, Eh je vois. ben, tu patientes. Voilà. À partir du moment où tu décides que et tu crois que la vie te veut du bien, eh ben, tu as juste à patienter, attendre que ça passe en fait, cette peur, tu vois? T'acceptes Si tu ne fais pas ça l'incertitude? exactement, parce que du coup, tu acceptes l'incertitude, mais en fait, tu acceptes l'incertitude avec un petit penchant en mode: «Mais ça va bien se passer», en fait, tu vois? Ouais. Même si tu seras jamais sûr. Le truc avec la foi, c'est que c'est pas la certitude. Peu importe ton niveau de foi ou quoi, même les plus grands, les gens les plus preux ou quoi, qui sont full dédiés à leur religion, n'atteignent jamais 100 de foi, tu vois? Il y a toujours un côté incertain. C'est le principe même de la foi, tu vois? Et donc il y a cette notion où il faut accepter l'incertitude. Tu n'auras jamais la certitude à 100, mais tu décides d'y croire, tu vois? Puis après tu fais ça, donc tu agis au début en mode, tu joues un rôle et donc du coup, bah, tu te dis: «OK, si jamais j'avais foi, qu'est-ce que je ferais?» Bah, rien. Donc tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe? L'angoisse, elle part parce que tu l'alimentes pas et du coup, bah, il y a un réel résultat au fait d'avoir eu la foi et bah, la vie te prouve qu'elle te veut du bien parce qu'en effet, tu as rien fait, tu as pas alimenté ton angoisse, du coup, l'angoisse, elle a disparu et du coup, ça a marché. Du coup, tu as eu raison d'avoir foi que la vie te veut du bien et bah, du coup, bah, la vie te veut du bien et donc moi, tu vois, quand j'ai commencé à faire ces choses pour les premières fois, tu vois? Au début, ouais, tu as ce truc-là où tu crois pas, vraiment à ce que tu fais mais au bout d'un moment, bah, c'est difficile de plus y croire quand les résultats sont droits devant toi. Quand tu vois que quand tu as décidé d'avoir foi, l'angoisse, elle est partie au bout de 10 minutes et que même des fois, tu te rends compte que tu te rappelles même plus de l'angoisse que tu avais avant, tu vois? Et donc Mmh. du coup, ça devient un peu un mode de vie, un mode de faire les choses, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire et le plus dur, c'est de patienter, en fait, avec ça. Parce que c'est bien de le faire sur le court terme, Mmh. mais pour, des personnes comme moi, c'est de le faire sur le long terme et de ne rien attendre en retour. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça qui est dur, hein. C'est ça qui est dur, ne rien attendre en retour, Mmh. tu vois? Parce que si tu le fais Parce que en attendre un retour, c'est une preuve, c'est une preuve de manque de foi, tu vois? Tu veux le ouais, résultat. c'est ça. Donc là, on a réassurance, certitude et contrôle. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans cette case? J'ai peur d'avoir la maladie de Charcot, donc je cherche à contrôler que je n'ai pas la maladie de Charcot. Ouais, Comment? OK. Mmh, ça peut être vraiment Comment? physique, tu vas te toucher Ouais. littéralement. Ce que tu avais fait avec tes ganglions, c'est du contrôle. Tu L'hypervigilance, touchais ton quoi. ganglion pour voir si ton ganglion avait grandi ou pas. Tu contrôlais littéralement ton ganglion. Sinon, tu peux avoir d'autres méthodes de contrôle qui vont être un contrôle un peu différent où en gros, tu vas vouloir contrôler ton état émotionnel. Donc, elle est surtout valable pour les gens qui ont peur d'avoir des crises d'angoisse. Tu vois, ton angoisse, c'est quoi d'avoir la maladie de Charcot et potentiellement de mourir? Tu as des gens, leur angoisse, c'est de refaire une crise d'angoisse, tu vois? Ils ont l'angoisse, c'est de refaire une crise d'angoisse. Du coup, tu peux imaginer comment ça fait une boucle infinie, tu vois? Et bah, eux, c'est pareil, tu vois? C'est la même façon de procéder. Ouais, ouais, j'ai dû en faire aussi des crises d'angoisse, mais je m'étais jamais dit que c'était des crises d'angoisse. Comment ça s'appelle? Tu arrives plus à respirer, une douleur thoracique, tout Ouais, ça. Ça, c'est une full crise d'angoisse, ça. j'ai eu ça 3 fois et tu vas aux urgences et ils Tu te allé aux donnent urgences, un du coup? je suis allé aux urgences 2 fois Ouais. pour ça, pour la même chose et à chaque fois, ils trouvaient rien. Ils me filaient un Xanax, mais je le prenais pas parce que j'acceptais pas, en Mmh. fait Mmh. et dans les premières années, la 1re année, ouais. Mais je pense que maintenant, j'ai pas mal de mes armes, là, avec tout ce que tu m'as dit, même, le suivi psy, faut que je m'y fasse sur le long terme, quoi. Ouais, pour moi, là, l'enjeu de ta guérison, maintenant, Mathieu, ça va être heu, de résister aux compulsions. C'est ça. Ça, c'est ça qui est dur, heu, de résister à la compulsion de ne pas patienter. C'est la chose la plus dure à faire, tu vois? Il y a ça, il y a pour moi, c'est un gros truc.
réussir à patienter, malgré la douleur que tu ressens, tu vois? Et ça, c'est aussi un truc qui est compliqué. Mais pour moi, ça va commencer à être de plus en plus facile au fur et à mesure où tu vas le faire une, 2, 3 fois et tu vas voir que ça marche, tu vois? Et puis après, c'est vraiment une notion, je te disais tout à l'heure, c'est que, OK, tu as compris que c'était une priorité, l'arrêt des mécanismes nécessaires, mais je sens que ça l'est pas encore vraiment, tu vois? Genre, moi, je te dis, à la fin de ma guérison, je pensais qu'à ça, mec, hein. J'étais obsédé par les mécanismes nécessaires, je ne pensais qu'à ça. J'étais en mode: «OK, là, je suis anxieux, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Quel mécanisme nécessaire j'ai employé?» tu vois? Et je ne voyais que par ça, je ne jurais que par ça. Et Et encore après aujourd'hui, je le fais. pardon et après, et en fait, au début, tu pensais qu'à ça et après ça c'est devenu, automatique, c'est ça? Bah, en fait, au bout d'un moment, ça devient mon mode de fonctionnement où dès que je suis anxieux, au lieu de commencer parce que au début, qu'est-ce que je faisais quand j'étais anxieux? Je partais dans la victimisation, tu vois? Genre: «Ah, je suis anxieux, ça y est, je vais rester comme ça toute ma vie», trucs comme ça. Ce que beaucoup d'anxieux font et c'est compréhensif, tu vois? Mais au bout d'un moment, c'était vraiment en mode, «Ah, je suis anxieux, OK, qu'est-ce que j'ai fait?» donc j'étais vraiment passé en mode full 100% prise de responsabilité, tu vois? Je suis anxieux, c'est de ma faute. C'était vraiment ma façon de voir les choses. Mais c'était pas en mode, «Oh, culpabilité», tu vois? C'était prise de responsabilité. Donc il y a aussi beaucoup de compassion que j'injectais là-dedans, parce que ça, j'en ai parlé, que la différence entre culpabilité et prise de responsabilité, c'est super important. Et la différence entre les 2, c'est d'injecter de la compassion, tu vois? Et donc, au bout d'un moment, dès que j'étais anxieux, j'étais en mode: «OK, j'ai fait quoi?» et j'avais mon journaling, donc je faisais mon autopsie de pourquoi je me sentais comme ça et je trouvais un truc, je me dis: «Ah, bah oui, là, il y a ce mécanisme nécessaire que j'emploie, vas-y, je vais arrêter», tu vois? Et puis au bout d'un moment, bah, ça devient de plus en plus espacé ces moments-là, tu vois? Et puis moi, à la fin de ma guérison, j'en parle souvent. La fin de ma guérison, c'est, cette fenêtre qui a duré 1 ou 2 ans où je sais pas quand j'ai arrêté d'être anxieux, tu vois? Ouais, c'est arrivé comme ça, à force de Ouais. d'accord et moi, du coup, ce que tu me conseillerais, c'est tous les jours, prendre, un peu comme, tu disais, dans les Bah, épisodes la 20 routine de minutes. guérison, c'est quoi? La routine de guérison, c'est quoi? Donc, tu me suis sur Insta? Ouais, Donc sur Insta, si tu regardes et tu descends un peu, tu devrais voir, un espèce de petit schéma. Donc je vous conseille à vous qui me suivez sur, heu, sur Insta aussi. Tu as un schéma, qui montre la journée type de guérison de l'anxiété. Où en gros, tu vas te mettre toi-même en 2 modes de fonctionnement dans la journée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir ta journée que tu vas, imaginer en avance. Tu vas dans cette journée te placer 2 1 en fonction de ton niveau d'anxiété, 1 ou 2 moments anxiété. Donc ça peut être, tu vas te réserver à peu près 1 heure ou moins, que tu vas placer soit, au réveil, soit après le petit déj, soit pendant ta pause de midi, soit après le taf, soit avant de te coucher, comme tu veux. Mais il faut, et c'est très important, que ça soit régulier, à des moments précis de ta journée, tu vois? OK. Et en fait, ces moments d'anxiété, qui vont durer entre 40 minutes et 1 heure, c'est les seuls moments de ta journée, ça va te faire bizarre que je dise ça, mais c'est vrai. C'est les seuls moments de ta journée où tu es autorisé à résoudre ton problème, tu vois? OK, donc Tu es c'est autorisé là, pendant 1 heure, à penser à l'anxiété, à trouver une solution à cette anxiété. En gros, c'est ce moment de la journée où tu peux te dire: «Là, ça me fait chier d'avoir cette anxiété tout le temps. Là, je peux m'en occuper», tu vois? Et donc qu'est-ce que tu vas faire pendant ces moments d'anxiété? Donc 2 choses, 3 choses si tu veux. La première chose à faire, c'est méditer. Donc je sais pas si tu as déjà essayé la méditation, Mathieu? si, mais j'arrive pas à m'y tenir, en fait, ça marche ça j'aime bien la méditation, sur le court terme et j'arrive Ouais. pas à voir ce que ça m'apporte sur le long terme. Bah, je te conse ça, c'est j'explique dans mon starter pack, justement, j'explique, les 2 pratiques, méditation et journaling. J'explique aussi pourquoi il faut les faire. OK, Et donc ce que je peux te dire par rapport à la méditation, c'est que ça il y a 2 façons dont la méditation, ça t'aide. La première façon, donc pour que tu images un peu l'intérêt de la méditation, imagine dans ton corps, dans ton cerveau plutôt, 2 muscles, on va faire cette analogie-là, 2 muscles dans ton cerveau que tu peux muscler ou atrophier en fonction de comment tu l'utilises. Le premier muscle, c'est le muscle de la conscience de soi et le deuxième muscle, c'est le muscle de la pleine conscience. Le muscle de la pleine conscience, donc un muscle que tu peux entraîner et faire devenir plus fort
avec la pratique de la méditation, c'est ta capacité à tout simplement être dans le moment présent. Donc en fait, quand tu médites, le principe de la méditation, c'est quoi? C'est de placer ton attention, enfin plutôt d'essayer pendant X durée de temps à placer ton attention sur un faible stimulus. Donc en gros, un truc boring de ouf comme ton souffle ou les bruits qui t'environnent, tu vois? OK. Et de faire un exercice comme ça de: «Vas-y, je vais essayer de placer mon attention sur ça». Donc je vais essayer de réfléchir à mon souffle, de penser à mon souffle, d'examiner un peu les façons dont je respire et cetera. Ou alors Mmh. pas avec les bruits extérieurs, de voir: «Ah bah là j'entends des oiseaux, là j'entends un petit bruit de vagues, là j'entends du vent» et cetera. Tu fais ça, inévitablement ton esprit s'égare, il repense à tes problèmes, bam, tu t'en rends compte et tu replaces ton centre d'attention sur ce faible stimulus. Et puisque tu es littéralement en train de t'entraîner à placer ton attention sur un faible stimulus, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu améliores ta capacité de ton cerveau à s'immerger dans le moment présent sans avoir besoin d'un gros stimulus, tu vois? Donc si tu vas sur ton tel là et tu commences à scroller, puisque c'est Ouais. spécifiquement, designé pour envoyer beaucoup, beaucoup de stimulus, tu vas réussir à voir ce qu'il y a sur ton téléphone et pas penser à autre chose, tu vois? Mais tout ce qui va être des activités plus douces comme, je sais pas, la lecture ou, des choses très douces comme une promenade, un truc comme ça, tu vas pas être dans le moment présent. Tu vas même travailler, tu vas pas être dans le moment présent, tu vas penser à tes problèmes, tu vois? Sortir son bel et Et regarder donc autre chose, sinon ouais, j'ai envie de te voilà, dire. c'est ça. Typique de notre Et époque. voilà, et bah, du coup, en faisant de la méditation, tu diminues ce seuil dont tu as besoin pour être immergé. Donc en gros, quelqu'un qui a fait, des années de méditation, le mec, il suffit qu'il aille se balader et il est juste saisi par tout ce qui se passe autour de lui. Il y a un oiseau qui vole, waouh, incroyable, il y a un oiseau qui vole, tu vois? Waouh, il y a une petite fleur là que je vois avec des pétales, de X ou Y raison, tu vois? Alors que quelqu'un qui a jamais médité, il va juste penser qu'à sa tête, il va juste être dans sa tête, être anxieux et cetera, tu vois? Donc tu vois l'intérêt déjà, tu vois? Genre c'est quand même un gros bonus si tu es capable de faire ça, tu vois? Donc ça, c'est un des muscles que tu développes. Évidemment, tu as aussi le côté court terme, hein, on en a pas parlé, mais le côté court terme de la méditation, c'est que tu te relaxes au court terme. Donc il y a des gens qui font de la méditation que pour ça. Genre ils sont anxieux, ils se disent: «Je vais méditer, je vais aller mieux». Alors c'est une très mauvaise façon d'utiliser la méditation, tu vois? Est-ce que ça marche? Parfois oui, mais dans ce cas, ça devient un mécanisme nécessaire, c'est pas du tout ça le Ouais, tu principe. t'attends à quelque chose, quoi, c'est pas bon, Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. tous les enjeux de la méditation sont long terme. Les vrais enjeux sont à long terme. Il y a quelquefois des enjeux court terme ou des trucs pas bons au court terme, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les bénéfices long terme. Et donc ça, tu as le premier muscle, le truc de la pleine conscience qui t'aide énormément et tu as compris pourquoi, ça c'est logique. Et le deuxième muscle que tu entraînes avec la méditation, c'est le muscle de la conscience de soi. Donc en gros, c'est simplement ta capacité à te rendre compte de ce que tu fais le plus vite possible. Et donc en gros, tu comprends dans un contexte où tu dois identifier tes mécanismes nécessaires, t'en rendre compte que tu les emploies le plus vite possible pour les interrompre, mais c'est primordial d'avoir un muscle OK. de la conscience de soi. Tu vois? Si tu vois l'importance du truc, c'est capital. Donc c'est pour ça que la méditation, c'est aussi important, c'est que ça permet de te rendre compte: «Ah bam, là je fais ce mécanisme-là. Là, je remarque le pattern de Crystal Bowling, bam, je m'arrête, boum», tu vois? C'est pour ça que c'est capital la méditation. C'est capital, pour que tu guérisses, avec OK. l'amélioration de ces 2 groupes-là. Et donc dans ton moment anxieux, tu commences par la méditation. Donc si tu en as jamais fait, tu fais 3 minutes, c'est tout. Parce que c'est très dur, hein, la méditation, hein. 3 minutes de méditation, c'est hyper dur, déjà. Et donc tu commences par 3 minutes, si tu en as jamais fait, et tu augmentes de 1 minute chaque semaine, tu vois? Tu fais ça et tout de suite après, tu fais le journaling. Donc ce qu'on a fait ensemble, tu vois? Où tu listes les anxiétés que tu as en ce moment et après tu fais le brainstorming sur, contrôle, stratégie de réassurance et après tu décides des mécanismes de cercle que tu vas arrêter. Donc ça, tu auras tout dans mon starter pack, j'ai fait un template et voilà. Et donc tu fais ton mécanisme, tu fais ton journaling. Tu peux regarder si tu veux la vidéo du jour que je sors, donc tu la regardes à ce moment-là, tu vois? Comme ça, tu es plus à en faire, un hobby de tous les jours de guérir l'anxiété. Là, tu vois, c'est très, target, tu vois? Tu t'occupes de Ouais. l'anxiété, oui, mais tu le fais que à ces moments d'anxiété, tu vois? Et donc du coup, voilà, tu as ces moments d'anxiété et en dehors de ces moments d'anxiété, quand tu as fait ton journaling, donc soit parce que tu en as marre, soit parce que tu sens que tu as fait le taf et tout ça, soit parce que ça fait 40 ou 1 heure que tu le fais, 40 minutes ou 1 heure que tu le fais, bah, tu. Là, tu continues ta journée et là, tu te remets dans un autre mode, le mode désintérêt de solution. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de mon désintérêt de solution? Non. Le désintérêt de solution, c'est en gros, tu vas avoir une pensée, par exemple, une pensée qui revient tout le temps, une angoisse obsessionnelle.
Au lieu Ouais. de vouloir chercher à trouver une solution à cette angoisse, à la présence de cette angoisse-là, tu vas te désintéresser de trouver une solution à cette angoisse-là. Donc tu vas pas te dire: «Faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense». Tu vas te dire: «Je vais pas chercher une solution au fait que là, j'ai une pensée dans ma tête qui veut pas partir». Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est ce que je fais déjà toute la journée. Si Tu fais si ça la je journée? Non, mais si justement je m'accorde que 1 heure de moment anxiété par jour, OK? Ouais. Ça veut dire que déjà toute la journée, si je sens Mmh. l'anxiété monter, je dois déjà demander du désintérêt et de solution, tu vois ce que je veux Voilà, dire? bah, tu as tout compris, tu as tout compris. Tu OK. as parfaitement compris le truc. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans cette fenêtre où tu es censé être en désintérêt à la solution et que tu as une angoisse qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis: «Écoute, j'ai mon anxiété qui arrive là dans 2 3 heures, bah, j'y penserai à ce moment-là, je m'en occuperai à ce moment-là». Parce qu'il faut pas nier le fait que tu vas avoir une compulsion quand tu vas avoir cette pensée. Quand tu as la peur d'avoir la maladie de Charcot, tu as vraiment envie de te soucier de l'idée tout de suite et de résoudre le problème tout de suite, tu vois? C'est Mmh. normal, faut que tu saches ça, faut que tu t'y prépares, tu vois? Et donc tu te dis: «Écoute, je vais pas juste t'abandonner», parce que si tu dis ça à ton corps, il va dire: «Mais mec, tu nous abandonnes, on va mourir» et cetera. Là, tu te dis: «Écoute, je respecte cette angoisse, même si elle est rationnelle, mais ce que je dis juste, c'est je reporte la résolution de ce problème au prochain moment anxieux. Donc OK, j'y répondrai là, au prochain moment anxieux. Et là, je vais avoir la peur qui va rester, je vais être un peu anxieux, mais je vais accepter l'anxiété et je vais juste m'occuper de la partie résolution de problème à mon moment anxiété», tu vois? Et ça fait autant de en fait, même plus la différence. Ça entraîne encore plus ta guérison. Pourquoi? Parce que tu es en train d'entraîner littéralement ton corps à la chose qui va faire que tu seras plus anxieux toute ta vie. Ou dès que tu auras une pensée, une émotion qui est rationnelle, tu vas juste te dire: «Bah, j'ai pas à trouver de solution, quoi». Ça marche. C'est un entraînement, en fait. OK. C'est vraiment tu vois ça comme un entraînement parce que des fois tu vas arriver, des fois tu vas pas arriver, c'est normal, tu vois? Mais en fait, c'est tout aussi important. Tu te dis: «OK, là, go, je passe en mode training et je m'entraîne au désintérêt de solution». Donc dès qu'il y a une anxiété qui arrive, bam, je m'entraîne, pareil, je joue un rôle. Et si c'est vraiment trop, trop terrifiant, mais c'est pas grave, je me pencherai sur le sujet, mais au prochain moment anxiété, tu vois? Et c'est OK. tout. Voilà la guérison, à quoi ça ressemble. Alors c'est pas plus compliqué que ça, tu vois? Tu fais ça et tu t'attends à rien et au bout d'un moment, tout Voilà, sera passé. Ça c'est marche. ça. Mais tu fais bien de dire, De rien «Tu de t'attends à rien». Voilà. Parce que les C'est gens important sabotent ça. trop leur guérison en voulant et puis après, tu vois, cette, truc de s'attendre à rien, c'est là où tu combles ça par la foi. Tu te dis: «Bah, vas-y, je trust the process», comme on dit, donc je me dis, «Je fais confiance au processus, je fais confiance à la méthodologie et puis, je fais juste confiance au truc et puis à force de faire ça, ça marchera», tu vois? Et ceux qui font ça, c'est inévitable de guérir. Enfin, moi, je vois pas comment tu peux pas guérir en faisant ça, quoi. OK. Ouais, il faut de la discipline au début surtout. C'est ouais, c'est une discipline. Il y a un côté très discipliné. C'est une discipline qui est bizarre parce que elle a c'est une discipline où tu vas pas faire les choses plutôt que une discipline où tu dois faire les choses. Là, c'est une Mmh. discipline où tu dois pas faire les choses et qui peut être un peu plus dur même, tu vois? Ouais. OK. Bah, merci pour tout ça en tout cas. Tes goûts, ça t'a aidé, tu penses, Ouais, vachement franchement. Ça m'a En fait, ça a mis un cas dans ce que tu expliquais déjà dans tes podcasts de base et c'est ce que Mmh, je recherchais à la base et aussi ouais. montrer aux autres qu'ils sont pas tout Oui, je seuls pense qu'il y a et beaucoup de gens comme toi, hein. oui, qu'ils sont pas tout seuls, voilà, en France, Mmh. surtout. Je pense que l'hypocondrie, c'est le sous-type d'anxiété le plus fréquent, je pense. Je pense que la plupart des gens qui ont un trouble anxieux, ils ont l'hypocondrie. C'est ce qui revient le plus souvent. En tout cas, dans mes coachings et tout, c'est le Ouais cas que j'ai le plus souvent. et ils savent pas à quel point enfin, les gens qui pensent comprendre, ils comprennent pas, tu vois? Mmh. Et moi, je trouve que c'est trop pris à la légère. Enfin, même moi, je le prenais à la légère quand j'étais jeune, l'hypocondriaque. On dit Même que c'est toi, un tu te truc à prenais la à la on dit c'est un voilà, hypocondriaque, on se fout de lui, tu vois? mmh, Et au final, c'est ouais, vraiment quelque chose qui est puissant, quoi. C'est ouais. qui peut vraiment te pourrir Ah la vie bah, et ah ouais, si bien je sûr. trouve Faut que faut chez nous jamais se penser, enfin, juger les gens comme ça parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein. Tu vois n'importe qui, même la personne la plus confiante, qui se pense la plus solide, tu lui fais prendre faire un bad trip de drogue, ça peut lui arriver aussi, hein. c'est exactement ça et au Tu final, je vois? me Genre, dis, tu vois, tous ces épisodes, ça te rend un peu plus,
humain, tu vois, au regard des autres aussi, Ah, moi, bien tu sûr, vois. Beaucoup plus, comment dire, compatissant. bien sûr. Mais même toi, en vivant un truc comme ça, tu commences à comprendre la souffrance de d'autres personnes, tu vois, et ça te rend Exactement, toi-même plus compatissant. exactement, c'est exactement ça. Et tu deviens une meilleure personne. Et puis ça, c'est j'ai l'impression de finir tous les podcasts sur ce sujet-là, mais c'est le pourquoi tu as vécu cet épisode-là, tu vois? Parce que tu peux te dire: «Oui, c'est juste un incident», là, tu peux avoir la vision très athée du truc, tu vois? En mode, ce que j'avais eu moi, en mode: «Bah, c'est juste un incident, ça fait chier, quoi». Parce que si j'avais pas pris ce joint, j'aurais pas perdu ces années de ma vie. Mais après, quand tu mets une perspective plus, spirituelle en mode: «Bah, pourquoi c'est arrivé? Quel bénéfice ça m'a apporté?» Et bah, tu regardes ma vie d'aujourd'hui, tu vois? Moi, je me dirigeais vers, un métier que je détestais. J'étais ingénieur, moi aussi, je suis développeur aussi, donc je vois le délire, tu vois? Moi, je suis pas du tout fait pour ça, mais même le freelance, c'était un truc que j'ai fait justement assez rapidement parce que la vie en société, c'était pas pour moi, tu vois? Mais même moi, je suis pas fait pour taffer, en fait. Je suis pas fait pour avoir un travail comme ça et grâce à tout ce que j'ai vécu avec l'anxiété, j'ai maintenant une vie avec beaucoup de sens, avec beaucoup de contacts humains. J'ai eu de la liberté aussi dans ma façon de travailler et cetera, donc j'enlèverai pour rien au monde, même si j'ai passé, 4 années à c'est vraiment chaud, Ouais, genre, j'enlèverai jamais ça de ma vie et je pense que toi, quand tu atteindras la guérison complète, tu seras pareil. Je pense que ça t'aura changé toi, ça aura peut-être influencé d'autres choix de vie, ça aura peut-être influencé peut-être des contacts avec des gens ta vie sociale, les gens avec qui tu côtoies, ton activité professionnelle. Si jamais tu veux devenir parent, tu aurais un arme incroyable pour éduquer tes parents. Tu vois? Donc évidemment après, c'est que quand c'est fini, tu t'en rends compte, mais il y a plein de cadeaux qui viennent avec tout ça, hein. ouais, c'est un moment difficile à passer, mais au final, Mmh. tu ressors peut-être meilleur, quoi. Sûrement, ouais. Oui, bah, peut-être, je peux t'assurer. Sûrement, ouais. Ouais, ouais, je peux t'assurer. Bah, écoute, en tout cas, Mathieu, merci d'être passé. C'était grave cool de t'avoir, et de pouvoir traiter ton cas. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens. Ouais, Bah, merci beaucoup à toi, en tout cas. C'était vraiment cool. Puis je pense que ouais ça a et je beaucoup apporté dans les mois qui arrivent. ouais, là, je pense que tu as une vision claire de ce qu'il te faut faire. Tu as une vision très claire de ce qui t'attend, de ce que tu dois faire. Donc maintenant, tu as plus qu'à itérer et je pense que plus rapidement que tu ne le crois, tu verras des résultats assez fous. Ouais, Donc franchement, je me fais ouais, pas trop de soucis pour toi. ça marche. Bah, merci à toi et puis, bah, à la prochaine, je te tiendrai au courant si jamais ça va Ouais, mieux ou pas, hein. je suis chaud, je suis chaud. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez participer au podcast, comme Mathieu, envoyez-moi un DM. Il y a aussi un formulaire sur le lien Beacons sur lequel vous avez cliqué si vous êtes venu depuis TikTok. Et tu vois, ce sera un plaisir de vous avoir. Et comme Mathieu, de faire un épisode assez cool comme celui-ci. Et puis, si vous voulez plus de podcasts, comme d'habitude, une petite note positive, ça régale. Et puis, encore une fois, Mathieu, merci. Et ce sera un plaisir de t'avoir dans le futur. Si jamais, c'est sûr que tu vas faire des progrès, mais pour voir à peu près dans quelques mois comment tu as avancé, ça peut être super intéressant de t'avoir. Allez, on peut faire ça. Ça marche? Merci à toi, Arthur. Allez, salut tout le monde. Salut.